Je sais. J'ai ce dernier mois, en disant à tort et à travers, à qui mieux que j'étais en reading slump, j'ai donné l'énergie des gens qui, vous savez, après un contrôle disent: «Oh là là, j'ai trop raté» et qui après ont une super note. En même temps, j'étais aussi cette personne, donc ça c'est logique. Bref, vous avez compris, bilan lecture du mois d'octobre. On va faire par ordre chronologique, mais bon, je vous promets rien, parce que je viens de me rendre compte, alors du coup, le premier que j'ai lu au mois d'octobre, Blue Sisters de Coco Mellors, et moi, comment c'était il y a longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à lire, ça c'est clair et net. J'avais pas spécialement aimé Cléopâtre et Frankenstein, mais vu que là ça parlait de sœurs et tout, je me suis dit je vais quand même tenter, et c'était pas si mal que ça en vérité, c'était pas si mal. J'ai mis du temps à le lire, mais j'ai vraiment préféré à Cléopâtre et Frankenstein. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on suit trois sœurs qui en avaient une quatrième mais qui est décédée, et elles ont toutes des profils très différents, des chemins de vie différents, et du coup il y avait les quatre sœurs et elles avaient une dynamique entre elles, il y avait en gros deux duos, et avec le décès de la quatrième sœur, elles perdent un peu leur équilibre, et du coup en fait on les suit chacune à leur manière, comment elles gèrent leur deuil et comment elles s'éloignent chacune l'une des autres, et comment après elles se retrouvent, avec la relation avec leurs parents aussi qui est un peu particulière. Donc voilà, c'était des portraits de vie, c'était sympa, je suis contente d'avoir mis du temps à le lire. Après, j'avoue que ça m'a pas non plus hit de fou, ça m'a pas marqué. Au vu du thème, c'est à ce genre de choses que je m'attendais. Il y avait le potentiel pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais en soi, si ça sonne le synopsis comme quelque chose qui peut vous intéresser, je trouve quand même que c'était très sympa. On va en rester sur ça. Ensuite, j'ai lu Penser un monde nouveau de Serge Latouche. C'est un petit, même pas essai parce que c'est une interview, en gros des échanges entre l'auteur Serge Latouche et Simone Lanza. En gros, c'est le premier livre que j'ai lu dans tous les livres que j'ai achetés sur un peu les théories de la pédagogie et tout, parce que le sous-titre c'est Pédagogie et décroissance, et c'était très intéressant, mais bon, c'est très particulier à mes intérêts personnels. C'est pas trop le genre de truc dont je parle ici, mais j'ai beaucoup aimé, tellement que j'en ai acheté un autre de lui, je l'ai pas encore lu. Comment réenchanter le monde, la décroissance et le sacré. Je vous en donnerai des nouvelles quand même, mais voilà, c'était cool. Ensuite, j'ai enfin terminé au mois d'octobre, le 5 octobre si vous voulez la date exacte, la série de l'amie prodigieuse de Elena Ferrante, et je suis encore en train de process. Vous voyez ce que je veux dire là? Le fait de tenir ce livre, ça m'a fait me rappeler tout ce qui s'est passé, et je suis en mode c'était beaucoup. Est-ce que j'ai envie de me replonger tout de suite dans ces souvenirs? Je ne sais pas. Et en même temps, j'avais envie d'y rester. Quand j'ai fini, j'étais super triste. Je l'ai fini dans un vlog, je me souviens, j'étais vraiment... Enfin, j'ai pleuré et tout, nan. Cette review marque la fin de ma propagande de cette série. Une dernière fois. Je vous assure, une dernière fois. Si vous aimez les histoires d'amitié entre filles, les histoires de famille et de comment les enfants essayent de se détacher de ce que leurs parents leur ont transmis et essayent de se construire autrement, mais au final, inévitablement, se retrouvent un peu à répéter les mêmes patterns. Il y a aussi forcément les questions de le destin d'une femme par rapport à un homme, à quel point elle peut se construire sans un homme dans sa vie, quelles sont les autres trajectoires possibles que le schéma classique de se marier, avoir des enfants. Mais surtout, le thème principal, c'est l'amitié entre deux filles, et qu'est-ce que ça implique, et tous les sentiments qui vont avec, qui sont pas forcément toujours positifs, la jalousie, l'envie, tout ça. C'était trop bien quand même. Vraiment, je recommande. Ensuite, le 7 octobre, j'ai lu Carmilla de Sheridan Le Fanu. Pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est une histoire de vampire qui a été écrite avant Dracula, mais en vérité, vu que je l'ai lu en ayant déjà lu Dracula, j'étais en mode ouais, c'est la même chose en fait. C'est littéralement la même chose, sauf que là la vampire c'est une femme, vraiment en mode ah mais qu'est-ce qui se passe, cette jeune fille devient de plus en plus faible, ah mais c'est très bizarre, elle a des marques dans le cou, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin vous voyez, si vous avez lu Dracula vous voyez très bien de quoi je parle. Là c'est exactement la même chose, mais du coup vu que la vampire, enfin le vampire c'est une femme,
il y a une autre dynamique, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu saphique, tout ça, et I'm all for it. Donc, si vous avez jamais lu Dracula, lisez d'abord Carmilla avant de lire Dracula, mais lisez aussi Dracula. Et même si vous avez déjà lu Dracula, lisez Carmilla parce que il faut donner rendre à César ce qui est à César. Carmilla walked, so Dracula could run. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, j'ai lu, qu'on m'avait offert, c'est une de mes ex-collègues qui me l'a offert à mon départ, Le Chant de la rivière de Wendy Delorme, parce que c'est une autrice qu'elle aime beaucoup. J'avais absolument jamais rien lu de cette autrice. Et j'ai trop kiffé. Franchement, c'est simple, c'est court, mais j'ouvre le livre, premier chapitre, le narrateur, enfin la narratrice, c'est qui? La rivière. Et vous savez très bien comment j'adore quand les éléments de la nature sont les narrateurs. L'un de mes livres préférés, L'île aux arbres disparus, le narrateur dans un chapitre sur 2, c'est le figuier. Donc ça m'a donné immédiatement cette vibe, c'était vraiment trop bien. En gros, on suit en parallèle deux timelines. Dans la timeline présente, c'est une femme qui va habiter dans un espèce de chalet très reculé dans les montagnes, toute seule, pour écrire, mais qui en même temps, elle trouve pas l'inspiration, donc du coup elle fait que écrire des lettres à j'allais dire sa femme, mais je crois pas qu'elles sont mariées, sa petite amie, sa partenaire en tout cas. Et dans le deuxième POV, c'est la narratrice, c'est la rivière, et elle raconte une histoire qui s'est passée au même endroit, dans ce chalet, longtemps avant, dans le passé, même si au début on comprend pas trop exactement comment marche la timeline, entre l'amitié, encore une fois, entre deux petites filles, vraiment à l'époque où les fermiers, les paysans qui vivaient vraiment de leur terre, tout ça. Et c'est un peu tragique l'histoire qui se passe, mais c'est trop bien. Et du coup, pendant tout le livre, t'essayes de faire le lien entre les deux timelines et les images de la rivière qui dit qu'elle est partout, son eau, elle passe dans les canalisations des maisons. Enfin bref, c'était trop beau, c'était vraiment trop beau, mais efficace, vous voyez ce que je veux dire, c'était trop beau. Et franchement, je pense que j'irai regarder ce qu'a fait d'autres cette autrice, parce que j'aurais jamais pris ça de moi-même, mais très bonne découverte. Après, j'ai aussi lu le dernier tome de One Piece, le numéro 109, je crois. Dans celui-ci, il y avait le flashback de Kuma, et je vous avoue que j'avais jamais compris cette personne. Le fait que c'est un robot, je sais pas quoi, j'ai jamais compris son histoire. Et là, le fait qu'il y ait vraiment son flashback, on comprend comment il est devenu comme ça, j'étais en mode merci, maintenant j'ai compris. Voilà, je vais pas en dire plus parce que tout le monde est pas comprend pas ce que je raconte, mais voilà, en tout cas c'était très cool pour ça, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Propre de Alia Trabuco Zeran, et en fait je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé au début, parce qu'en gros l'histoire c'est qu'on sait qu'on suit une domestique de maison dans une famille riche, et que on sait aussi que à la fin la petite fille de la famille va mourir. Vraiment, c'est littéralement la première phrase du synopsis, c'est la fillette meurt. Voici le fait par lequel Estella commence son récit. Estella a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Et du coup, en fait, je pensais que ça allait être un peu suspense thriller en mode comment on va en arriver à là, mais au final, je l'ai plus lu comme juste une histoire, un commentaire sur la situation socio-économique du Chili, et une critique du système dans lequel elle se retrouve en tant qu'employée de maison, et une critique des riches, quoi. De toute façon, donnez-moi n'importe quel livre, j'y trouverai toujours une critique des riches. Moi, je critiquerai les riches. Bref. Donc du coup, ils disent un roman psychologique haletant, angoissant et addictif. Je sais pas, moi je l'ai pas vraiment lu comme ça en mode oh, OMG, qu'est-ce qui va se passer? J'étais juste en mode ouais, c'est des riches qui vivent leur vie et qui voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui sont méprisants envers leurs employés, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et après, Estella, elle, la domestique, c'est elle la narratrice, et on voit qu'elle essaye juste de faire sens de son existence en tant qu'employée de maison, et que toute sa vie elle se réduit à cet employé de maison dans cette famille, et qu'elle a pas vraiment de vie elle-même parce qu'elle habite avec eux et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça plus déprimant qu'autre chose. Et bon, après oui, bien sûr, la fillette meurt, et c'est intéressant de comprendre comment on en arrive là. Mais voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était pas mauvais non plus, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais quand même, je pense, je recommande. Ensuite, j'ai enfin pris le temps de lire Le Bastion des larmes de Abdelataya. Enzo en a parlé en long, en large et en travers déjà sur ses réseaux, et ce qui m'a donné vraiment envie de lire, c'est l'interview qu'il a fait justement, Enzo, avec Abdelataya. Je l'ai trouvé genre trop éloquent dans sa manière de parler, juste en mode je veux trop savoir ce qu'il a à dire. Donc je l'ai lu, et il a fait exactement ce que j'attendais de lui qu'il fasse, lui pour le coup. Et c'était trop beau, c'était trop bien, j'aimais trop la relation qui était dépeinte entre le personnage principal et toutes ses sœurs, parce que du coup le personnage principal, il fait partie d'une fratrie où il y a je crois 7 sœurs
et un autre frère. Et au début, on apprend que leur mère est décédée et du coup, il doit revenir au Maroc pour s'occuper de toutes les démarches administratives. Je crois qu'il a une maison qu'il doit revendre, un truc comme ça. Et du coup, c'est l'occasion de revenir sur son enfance, là où il a grandi, les différentes personnes qu'il a rencontrées et comment elles ont marqué son chemin de vie. Et c'était trop beau et ça m'a fait pleurer. Et il y a aussi forcément des observations sur la société marocaine, forcément par rapport au fait que le personnage principal est homosexuel, j'ai oublié de le dire. C'était trop beau et je recommande, je me joins à Enzo et je recommande énormément. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Spy Family et comment vous dire qu'il n'y a pas une journée depuis où je me dis quand est-ce qu'il sort le prochain. C'était vraiment trop bien, j'ai trop kiffé. Comme je vous l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, mon vlog. Les derniers tomes, j'avais moins aimé parce que je trouve qu'on avait plus le focus sur la guerre entre Ostania et je sais plus trop quoi. J'avoue, je vous avoue que toute cette partie-là... De toute façon, moi j'ai une malédiction avec les mangas, je vous le dis. C'est que toutes les intrigues politiques, diplomatiques, tout ça... Je crois que mon cerveau il refuse de les comprendre et les capter et ça me fait la même chose dans One Piece, je vous l'ai déjà dit, ça m'a fait la même chose dans l'attaque des titans où au bout d'un moment, franchement j'ai tenu longtemps mais il y est arrivé un moment où j'étais juste en mode je comprends pas trop ce qui se passe, je comprends pas quels sont les enjeux, j'ai arrêté de suivre et j'avais peur en lisant les derniers tomes de Spy Family que c'était en train de prendre ce chemin aussi, mais là le dernier il se focus pas trop là-dessus à mon grand soulagement et il se focusait, voilà, je conjugue le verbe focus maintenant, on en est là. Plus sur Anya, sur ses petites aventures et tout, et je vous l'ai dit, on introduit de nouveaux personnages, donc c'était trop mignon, j'ai trop kiffé. Je crois que j'ai eu un peu les larmes aux yeux aussi à un moment, donc trop hâte que le prochain sorte, et voilà. Enfin, je sais pas, je recommande la série Spy Family dans son entièreté en vrai. Ah mince, je suis bête, j'aurais dû le montrer pendant tout ce temps. Voilà, il est là. Ensuite, j'ai enfin pu lire le dernier tome des Mémoires de la forêt. Aussi, j'en ai déjà parlé dans mon dernier vlog. Je suis trop triste que la série soit terminée, mais comme je vous l'ai dit, c'est trop une série que je pense que je vais relire dans leur saison correspondante, parce que du coup, il y en a 4, un par saison. Celui-ci, c'est celui du printemps, du coup. Bon, je vous en ai déjà parlé, je vais vous parler de la série dans son entièreté. En gros, on suit des animaux qui habitent à Belle-Écorce et qui sont là, qui font leur petite vie comme des humains en fait. Et on suit principalement la famille des renards qui tiennent depuis plusieurs générations une librairie. Et chaque tome, ils partent un peu pour une aventure différente, mais c'est toujours accompagné de thèmes très sérieux, surtout autour de la santé, parce qu'à chaque fois, il y a des personnages qui sont un petit peu malades de différents maux. Dans le premier, c'est une taupe qui a Alzheimer. Dans le deuxième, je me souviens plus trop. Non, dans le deuxième, il n'y a pas trop de maladies, mais c'est plutôt sur nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé. Parce qu'il y a un loup qui vient et qui dit en mode mais en fait, la librairie, elle appartient pas à la famille des renards, elle appartient à la famille des loups. Donc du coup, c'est un peu retracer le passé de la famille, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et est-ce qu'on doit suivre la volonté de nos anciens, même si ça résonne pas forcément vrai pour nous, vous voyez, enfin toujours des thèmes comme ça. Il y a plusieurs lectures, il y a la lecture cute où c'est vraiment trop mimes, mais il y a aussi des thèmes vraiment sérieux qui sont abordés. Les 4 tomes à chaque fois m'ont fait grave chialer, et je le redis encore une dernière fois, c'est la vidéo où je clôture les séries et j'en parle une dernière fois, même si c'est pour un public plus jeune. Déjà, je l'ai jamais dit dans mes vidéos, mais si vous avez des enfants, si vous me regardez et que vous avez des enfants, déjà, et même pour vous, peu importe l'âge que vous avez, moi je trouve que c'est trop cute, c'est juste trop cute, et voilà, je recommande beaucoup, et maintenant j'arrête. Enfin, j'ai aussi terminé, ce mois-ci, je m'étais donné comme objectif de terminer Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Je vous avoue, il m'a un peu saoulée à la fin. Même si le propos du livre et les intentions sont vraiment très nobles, c'est parler du traumatisme et de... Surtout avec du recul de comment à travers les années il a été traité et quelles nouvelles techniques on a développées pour pouvoir avoir un meilleur diagnostic et soigner de façon plus précise les gens qui en souffrent, vous voyez. C'était vraiment très complet là-dessus. Mais déjà, je me suis rendu compte quand j'étais en train de le terminer qu'avec le titre, je me souviens qu'au moment où il était un peu hype, je pensais que c'était un livre qui se concentrait plus sur comment le traumatisme se manifeste dans le corps, à travers les maladies chroniques, les trucs comme ça. Et il en parle à certains moments, mais moi je pensais que c'était plus ça au vu du titre sur lequel il allait parler, mais en fait c'est juste un livre qui se veut exhaustif sur le traumatisme et comment
d'aujourd'hui, il est traité par le corps médical. Et je vous ai dit, il y a des moments qui m'ont un peu refroidi, quand il parle beaucoup de la dimension économique du traumatisme. Et oui, je l'ai déjà dit, c'est un facteur à prendre en compte, mais ça m'a un peu gênée qu'à plusieurs reprises, ils disent « Oh là là, si on soignait mieux les patients, et bah on ferait pas dépenser autant d'argent à l'État et aux contribuables pour les médicaments. » Ce qui en soi est vrai, mais pour moi, ça doit pas être la motivation première. Et vraiment, comment il le disait, c'était en mode soigner les gens, ça fait gagner de l'argent. Alors que pourtant, à d'autres moments, il parlait du fait que justement, il y a certaines techniques qui sont pas forcément, dans lesquelles on n'investit pas trop et qui sont pas vraiment creusées, alors que elles se sont montrées vraiment efficaces parce que justement, elles présentent pas d'intérêt économique. Je pense que c'est dans les derniers chapitres, je crois que c'est le neurofeedback, la technique du neurofeedback, où en gros il dit que ça marche super bien, qu'ils ont des preuves que ça donne vraiment des bons résultats pour soigner les symptômes du traumatisme, mais que vu qu'il n'y a pas de potentiel économique, ou en fait le neurofeedback, si j'ai bien compris, ça c'est juste une grosse machine que tu utilises chez ton praticien, c'est pas un truc que tu achètes, un traitement que tu payes régulièrement et tout, donc il n'y a pas d'intérêt économique à ce qu'il soit développé, donc il n'y a pas trop de recherches qui sont faites dessus. Et il y avait un petit paragraphe là-dessus en conclusion d'un chapitre où il disait en mode c'est dommage, nanana, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant de creuser cet aspect-là en fait, de dire en mode ouais, bah justement, comment sont soignés les traumas et même toutes les maladies en général, c'est ultra biaisé par le facteur économique et capitaliste de la société dans laquelle on vit. Voilà, vous voyez, j'ai encore réussi à ramener ça au capitalisme. Donc, je suis contente de l'avoir terminé. C'était intéressant, mais voilà, des petits trucs à redire. Et je sais pas si je le recommanderais forcément, parce que c'est pas un truc pour tout le monde. C'est très trigger aussi, forcément, parce qu'il raconte les histoires de ses patients et tout. Mais en tout cas, intéressant, voilà. Et enfin, le dernier que j'ai fini littéralement hier, donc le dernier jour d'octobre, c'est Comment aimer sa fille de Hila Bloom. Je sais pas, avec le titre et la couverture, il me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti. Donc quand je l'ai vu qu'il était sorti en poche, je me suis dit vas-y, on va tester. Et en gros, on suit une mère qui a une fille unique, Léa, qui, on le comprend à travers les chapitres, c'est une narration très 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 décousue, où on jump à chaque fois dans le temps, entre différentes périodes, il n'y a pas de continuité, mais on comprend à travers les chapitres que quand elle est née, Léa, elle a eu beaucoup de mal à trouver sa place en tant que mère, et à savoir comment gérer la maternité et aimer sa fille, comme le titre l'indique, mais qu'au final elle a réussi. Mais moi je trouve que ça se lisait plus en mode elle est allée trop loin après et elle a un peu développé une obsession pour sa fille, pas forcément saine, et après on voit sa fille grandir, avoir des problématiques de jeune fille de son âge. Et vers la fin, on voit qu'il s'est passé un truc qui explique que depuis le début, elle raconte que dans le temps présent, sa fille, elle est partie en fait. Elle est partie à l'âge de genre 19 ans, dire qu'elle allait voyager dans le monde, mais elle donnait pas trop de nouvelles. Et au temps présent où elle parle, la mère, elle a découvert qu'en fait sa fille, elle s'est installée en Hollande, elle est mariée et elle a 2 filles, mais elle l'a jamais tenue au courant de son parcours de vie. Et du coup, elle explique qu'elle est au courant, qu'elle est allée la voir, qu'elle l'a un peu espionnée et tout, qu'elle connaît tout de son mari et de ses filles. Donc voilà, très décousu, et je vous avoue que je l'ai refermé et j'étais un peu en mode j'ai pas compris c'était quoi le message, parce que j'ai trouvé la mère un peu relou, surtout quand on voit ce qui s'est passé à la fin, on comprend un peu plus la fille, mais du coup j'ai pas trop... Voilà, je l'ai refermé, j'étais en mode ok, j'ai pas trop capté exactement qu'est-ce que la narratrice et l'autrice voulaient nous dire à travers ça. Et du coup je sais que genre dans 10 jours, même moins, une semaine, je suis passée à autre chose et j'y penserai plus jamais. J'ai même hésité à déjà le mettre sur Vinted pour vous dire. C'est l'indicateur de... voilà, il m'a laissé un peu ni chaud ni froid. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu au mois d'octobre. En tout, voilà, j'ai dit que j'étais en reading slump, j'ai lu 12 livres. Bref, ne m'en voulez pas, je vous assure. Il y avait des trucs cool, mais dans l'ensemble, j'ai envie de retrouver un peu le feeling d'être obsédée par un livre, et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Cette semaine, j'ai ma collègue, la même qui m'a acheté le Wendy Delorme, qui m'a ramené Jacaranda de Gaël Faye, parce qu'il était à la soirée Spotify, il a fait une petite performance, et il a lu un peu son livre, et Enzo en est témoin, j'ai chialé. Donc je me suis dit, il faut que je lise. Donc... je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, je vais arrêter de parler maintenant et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci si vous êtes restés jusqu'à la fin, et à la semaine prochaine. Bisous.